cette vignette est vraiment très grande. La première nouvelle, hop là, nous conduit à Niigata, plus précisément dans la ville de Sanjo, où la police préfectorale a arrêté un homme de 62 ans soupçonné d'avoir étranglé à mort sa maman de 88 ans dans la nuit de dimanche à lundi, donc hier. Selon la police, M. Nagano Toshiaki, un employé dans une grande entreprise de construction de la région, est accusé d'avoir tué sa maman, Satiko, vers 18h20 à leur domicile. C'est lui qui a appelé le 110 et qui a déclaré à la police qu'il avait étranglé sa maman. Elle a été emmenée à l'hôpital, mais son décès a été confirmé un peu plus tard dans la journée. En fin de journée, la police de Nagano, donc les postes de criminels le plus proche, a déclaré qu'il n'avait trouvé aucun motif pour avoir tué sa maman. On a eu aujourd'hui de plus amples renseignements, puisqu'il y a eu une déclaration de la police locale, donc de Sanjo, qui a retrouvé dans les archives familiales des demandes de placement pour la maman, qui n'était plus autonome. Le monsieur de 62 ans travaillait, donc n'avait plus les moyens d'entretenir sa mère, un salaire de misère pour le monsieur. Demande de placement qui avait été refusée, une demande de prise en charge d'une ancienne mutuelle de son défunt mari qui avait été refusée. Il semblerait donc qu'une fois de plus, eh bien, on soit devant un crime commis pour des raisons de pauvreté, tout simplement. Comme on parle très très souvent, eh bien, il y a un énorme problème de prise en charge des personnes âgées, surtout lorsqu'elles développent des pathologies. Il semblerait que ce fut le cas pour cette dame qui nécessitait des soins hospitaliers. Vous voyez la maison de la famille sur la vignette qui est ici. Comme vous voyez, ce n'est pas une maison luxueuse, pas des gens qui roulent sur l'or, et bien il se pose à chaque fois ce problème de placement, ce problème de prise en charge. Quand le mari ou la femme, quand le couple est encore là et que les deux pensions ou les deux salaires peuvent s'additionner, on arrive à trouver des solutions. Quand les enfants sont toujours là, on arrive à trouver des solutions. Là, le fils était un fils unique avec un seul salaire. Donc, d'après la nouvelle déclaration de la police de Sanjo, il semblerait que ce soit le motif principal. Alors, je sais que ça choque toujours d'entendre ça, mais vous l'aurez constaté régulièrement dans les petits Saturday in Life. Eh bien, je vous parle de sujets similaires. Donc l'affaire est entendue, il a été arrêté, placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre aggravé, puisque c'est sur un ascendant. Je ne manquerai pas, si j'en ai, de vous tenir au courant des suites de cette malheureuse affaire. En l'occurrence et en l'état, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Affaire à suivre. Celle-là aussi, vignette, elle est bien trop grosse. La nouvelle suivante nous conduit à Chiba, dans la préfecture de Chiba, dans la ville d'Ichihara, où une femme de 90 ans et son fils de 70 ans ont été retrouvés morts mercredi dernier, dans la nuit de mercredi à jeudi, à leur domicile, de la ville de Ichihara, dans la préfecture de Chiba. La police pense, est maintenant persuadée, a trouvé des preuves qu'il s'agit d'un meurtre-suicide, je viens de vous en parler. Selon la police, une connaissance de la vieille femme, de la maman, a appelé le 110 en fin de journée en disant qu'elle n'avait pas vu cette voisine depuis très longtemps. Je me suis rendu au domicile de la femme qui revenait d'une maison de retraite, mais j'ai pas eu de réponse, je n'arrive pas à contacter son fils non plus. Cette femme âgée avait été hospitalisée, placée dans un équivalent EHPAD au Japon pour les problèmes de santé et de perte d'autonomie, des problèmes d'Alzheimer aussi, et avait été obligée de rentrer chez elle parce que le fils ne pouvait plus payer la pension, et donc elle était rentrée, et une personne du voisinage leur rendait régulièrement visite. Et ce jour-là, elle n'a pas eu de réponse. La police s'est donc rendue au domicile dans la soirée de mercredi vers 20h, a trouvé les deux corps. La vieille femme était allongée sur son futon dans sa chambre au premier étage, frappée
Voilà, je vous dirai pas quoi, vous en doutez. Et son fils, lui, avait trouvé une corde et s'était pendu dans la cage d'escalier. Voilà, ils ont été déclarés morts sur place et ce depuis possiblement quelques jours. Voilà. L'autopsie a été effectuée, la dame a été strangulée, on va dire, et percée de divers objets. C'est un peu affreux, et le monsieur, on sait de quoi il est mort. Hein. On n'a pas trouvé de lettres, on n'a rien trouvé, mais tout le monde connaît les causes de ce drame horrible. Encore une fois, manque de moyens. Retour à la maison parce que pas les moyens de payer une pension dans un établissement adéquat. Et puis manque de moyens du fils aussi, qui travaillait toujours. Hein. J'ai lu ça dans le dernier article en date, là, ce matin. Lui était employé à mi-temps dans un supermarché de la ville à 70 ans. Mais son seul salaire ne suffisait pas, sachant que sa maman ne percevait quasiment rien comme pension. Je crois qu'elle touchait 60 000 yens par mois, un truc comme ça fait 400 €. Voilà. Donc, écoutez, que vous dire, hein, l'enquête va être close très rapidement. Il n'y a pas de famille à avertir. Il n'y aura pas de suite. C'est un double décès de plus. Qui paie les failles du système de retraite notamment et du système médical japonais que je ne cesserai de critiquer tant qu'il restera tel quel à faire classer. La nouvelle suivante nous conduit sur tout le territoire puisque je vais vous parler d'un débat qui a lieu en ce moment dans toutes les grandes villes et dans toutes les capitales touristiques, les grands spots touristiques japonais. Le débat entre les traditions locales et le tourisme de masse tel qu'il est pratiqué depuis quelques années maintenant au Japon et plus particulièrement depuis la réouverture du pays après la fermeture du Covid. Il y a plusieurs articles qui sont sortis là dans les principaux médias nationaux japonais, notamment Kyodo, Asahi, Mainichi, etc. Et dans lesquels on parle de ce délicat problème et de cet épineux problème qui se pose aux autorités religieuses qui sont les principales à organiser les grandes festivités un peu partout dans le Japon, notamment à Nara et Kyoto. Je vais vous lire la transcription de ce que j'ai pu faire. Trouver un équilibre entre la nécessité d'attirer des visiteurs et la préservation des rituels traditionnels est un défi permanent pour les communautés religieuses et touristiques et locales japonaises où les festivals locaux sont des atouts précieux qui génèrent des dépenses touristiques et donc des revenus indispensables à l'entretien des grands monuments, notamment religieux mais pas que, mais souvent au détriment de la culture et du patrimoine lui-même. Voilà. On a pris le cas dans cet article-là que je vous détaille, qui était dans Kyoto. Cela semble être particulièrement vrai pour le sanctuaire duquel part cette polémique, un sanctuaire shinto dont la célébration annuelle de divinités vieille de plusieurs millénaires est devenue une attraction massive pour l'ancienne capitale Edo de Kyoto, une ville sous pression constante sous le nombre de touristes, qui a même dépassé les 500% d'occupation touristique l'année dernière. Voilà. Il y a maintenant des places qui sont vendues pour les festivals, qui sont donc des places qui sont réservées pour les célébrations religieuses et qui autrefois étaient réservées aux huiles, on va dire, de la ville, et qui sont aujourd'hui ouvertes à la vente aux touristes, les plus fortunés ou pas, ou des gens qui ont envie de se payer ce petit extra pendant leurs vacances. Voilà. Dans ces places vendues, autrefois, la personne venait s'asseoir, assister aux bénédictions, assister aux danses, assister à tout ce qui se passait. Il se trouve que depuis que les touristes s'achètent ces places-là, ils y viennent avec de la nourriture, avec des caméras, des appareils photos, des boissons, des enfants. Alors c'est très bien, j'ai rien contre tout cela, mais
effectivement, bien, il y a de plus en plus de croyants, de gens qui viennent. Imaginez-vous aller à Notre-Dame pour la réouverture, par exemple, avec un Big Mac, une grande frite et un grand Coca, et puis prendre la pause, demander au prêtre d'aller moins vite pour pouvoir faire la bonne photo, vous mettre devant, faire... C'est en gros ce qui se passe dans pas mal de festivals, notamment à Kyoto et à Nara. Et donc le monsieur que vous voyez en photo, qui est le grand prêtre du temple Yasaka, et qui supervise toutes les célébrations au mois de juillet, se montre de plus en plus critique, notamment à l'idée de la consommation des boissons alcoolisées, parce qu'il y a eu 3 incidents cette année pendant le festival de Yasaka, avec des touristes bourrés. Cocorico, l'un d'entre eux était français, a dû être évacué pour des gestes obscènes. Lui et les autorités religieuses invoquent que ces festivals sont profondément religieux. Ils étaient autrefois fermés au public, aujourd'hui ouverts, et ne sont pas des spectacles pendant lesquels on peut faire comme si on était au cirque. Ça a gagné l'ensemble du pays, et notamment les autorités bouddhistes aussi, qui se placent sur le même... qui ont le même positionnement, pardon, par rapport au tourisme de masse, et se pose la question qui s'était posée l'année dernière pour certains endroits qui sont maintenant interdits aux touristes. La question se pose et va être tranchée. À mon avis, je ne me fais pas tellement d'illusions savoir comment ça va se terminer, pour que ces festivals religieux, parfois millénaires, notamment pour celui-là, soient totalement interdits aux touristes et soient réservés aux locaux, aux fidèles qui ont l'habitude d'aller prier ou faire des passages dans ces endroits, et ou aux étrangers résidant sous certaines conditions, parce que le prêtre chef là ne souhaite pas forcément accueillir de gens qui ne soient pas impliqués dans la prière ou dans d'autres choses, c'est très contestable, mais bon. Voilà. Lui dit même qu'il a beaucoup de personnes âgées, notamment, qui sont habituées. Alors, ça n'est pas là que pour le sanctuaire, que pour ce sanctuaire-là, mais pour d'autres sanctuaires. Des gens très habitués à venir là depuis 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, qui disent se sentir très mal à l'aise de voir des gens dans des tenues non adaptées, boire de l'alcool et manger pendant les rituels traditionnels, prendre des photos pendant des rituels qui normalement demandent à ce qu'on ne les regarde même pas directement. Alors, je sais ce que non. Oui, ne regarde pas directement. Il y a donc un énorme problème de respect, bien entendu. Alors, vous savez ce que je pense des religions, mais bon, je pense quand même beaucoup de bien du savoir-vivre et des bonnes manières. Ce problème risque de ne plus se poser dans peu de temps, puisque un conseil interreligieux, interculturel se réunit en ce moment, et certains prêtres ont proposé qu'il y ait de fausses cérémonies d'organiser un peu à l'écart dans des villages Potemkin, pour que les touristes, cette fois-ci, puissent y aller et que des attractions soient prévues, etc. Déjà, une grande partie d'un quartier dévolu à la religion à Nara est fermé aux touristes, c'est interdit, purement et simplement. Donc c'est terminé. Moi j'ai eu la chance de le visiter il y a fort longtemps. C'est vrai qu'il y règne, je ne me rappelle plus du nom de ce quartier, veuillez m'en excuser. Il y règne une ambiance très pesante, c'est un quartier qui est là pour qu'on y prie, et on s'y sent pas forcément très à l'aise, mais c'était devenu une grosse attraction touristique, et effectivement on a vu de nombreuses photos, de nombreuses vidéos l'été dernier et l'été d'avant, qui donnaient envie de se jeter d'un pont, pardon. Voilà, donc il semblerait que la chose soit entendue, et qu'après avoir fermé des dizaines de quartiers touristiques et de spots touristiques aux touristes, ce soit maintenant les lieux sacrés qui risquent d'être, pour la majorité d'entre eux, fermés au public de touristes à compter de l'année prochaine. Voilà.
Effectivement, des sondages locaux ont été réalisés dans nombre de communes, un peu partout dans le pays d'ailleurs. Pas que dans les grosses villes touristiques, mais aussi dans des préfectures peut-être moins touristiques, Yamaguchi ou Saitama ou d'autres, encore que Saitama, bon. Mais, la population locale a voté à une grande majorité. Alors déjà, s'est exprimé contre le fait d'avoir des touristes en masse, et surtout des gens qui se comportent mal pendant ces festivités-là. Mais pense aussi en majorité qu'il est essentiel maintenant de tenir compte des sentiments des résidents locaux qui ont transmis les traditions depuis des générations, et non pas de gens qui viennent prendre quelques photos et rentreront chez eux en ayant tout oublié. Je comprends tout à fait ce positionnement. Il y a eu énormément de dégradation, voilà. Beaucoup d'endroits qui ont été endommagés, qui ont été salis, notamment par des jets, des abandons d'emballage et d'autres choses, de personnes saoules qui ont cassé des choses, qui ont vomi aussi. J'ai lu quelques témoignages assez croustillants là-dessus. Enfin voilà, je vous en reparlerai parce que ça fait partie de ces avancées qui sont de grosses reculades, mais qui deviennent une obligation. D'autres pays l'ont déjà fait bien avant, des pays à fort potentiel attractif religieux, notamment en Italie, notamment en Grèce aussi, où il y a de plus en plus d'endroits qui sont interdits aux visiteurs. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de ce profond changement dans la société japonaise, encore affaire à suivre. Pour cette dernière nouvelle de la journée, je vais vous parler des efforts constants et progressifs que font les entreprises japonaises, les grandes, petites, moyennes et très petites entreprises pour attirer les travailleurs étrangers qualifiés ou non. Voilà. J'ai lu l'excellent article du Mainichi qui parle de ça, et qui raconte comment les grandes entreprises et les plus petites entreprises, des comités locaux, les syndicats de patronat locaux, mais aussi les coopératives, etc., se paient les services de coachs qui parlent plusieurs langues étrangères pour essayer d'attirer un peu les travailleurs étrangers, alors surtout asiatiques, notamment du Vietnam, de Chine, de Philippines, Indonésie, etc. Et j'ai trouvé que cet article est extrêmement intéressant. Je vais vous lire juste le début, on va en parler un petit peu par rapport à ce qu'on peut voir un peu partout depuis quelques temps. Alors que le Japon, en manque de main-d'œuvre, est confronté à un exode croissant de travailleurs étrangers en raison des bas salaires et d'autres problèmes d'emploi, certaines entreprises font des heures supplémentaires pour les empêcher de partir. Voilà. On a pris le cas notamment de Eat & Holding Inc., qui est un fabricant et vendeur d'aliments surgelés, qui fait partie de ces boîtes qui produit de la bouffe surgelée toute faite pour notamment les grandes compagnies de bento que vous connaissez peut-être, Hotomoto, etc. Donc c'est pas de la grande qualité, mais enfin c'est une des grandes productions qui manque énormément de travailleurs depuis que le pays vieillit, que les gens ne veulent plus travailler dans ces secteurs-là, et qui s'est tourné vers une main-d'œuvre qui vient du Vietnam notamment. Donc ils ont carrément maintenant embauché des cadres supérieurs vietnamiens qui vont recruter directement au Vietnam, et qui ont adopté les codes culturels au sein de l'entreprise pour conserver notamment les travailleurs vietnamiens qui sont indispensables. Il parle notamment de la chaîne de ravioli, de gyoza, Osaka Hosho, qui n'emploie plus que des travailleurs vietnamiens. Ils représentent 100% des 370 travailleurs de l'entreprise. Sachant que dans leur autre branche, qui elle prépare des repas de collectivité,
eh bien, sur les 571 travailleurs, il y a 7 pays qui sont représentés et une minorité, puisque d'après les chiffres donnés par l'entreprise, il n'y a plus que 4% des employés qui sont japonais, tous les autres étant du Vietnam, du Laos, Cambodge et Indonésie. Et sont très bien installés. On leur propose, notamment pour les travailleurs philippins et indonésiens, eh bien, un culte musulman, de la nourriture halal, une séparation entre les postes réservés aux femmes et réservés aux hommes. On dit que l'entreprise offre des allocations financières généreuses, et notamment une allocation mensuelle pour les travailleurs qui décideraient de s'engager dans l'apprentissage du japonais. Et qui réussirait avec un gros bonus pour ceux qui réussissent le test de langue japonaise, une aide substantielle pour la location de logements, avec la construction de barres d'immeubles détenus par l'entreprise elle-même, donc qui construit vraiment des résidences dédiées pour les travailleurs étrangers venus s'installer, mais aussi la possibilité, notamment avec l'ouverture pour la première fois d'une agence de rencontre, une agence matrimoniale tenue par des Vietnamiens et qui fait se rencontrer des ouvriers vietnamiens qui travaillent notamment pour l'entreprise Eaton Holding Inc. Il y a de nombreux exemples comme ça. Itakola, notamment dans la préfecture de Gunma, qui a demandé le nouveau nom de l'entreprise à un sous-titre, et dans comment on appelle ça, le livre de sécurité maintenant n'est plus en japonais mais en vietnamien et en anglais, et dans d'autres entreprises qui embauchent principalement bien des ressortissants, notamment Minavi Global, qui est une entreprise de travail de chantier, de construction, excusez-moi, et de travaux publics. Eh bien, ils sont aujourd'hui quasiment à 50% de travailleurs qui viennent du Tibet, d'Inde et du Pakistan, et qui sont donc en train d'adapter leur entreprise pour que les ouvriers, les employés, les cadres, etc. restent dans l'entreprise, car ils ne trouvent pas de main-d'œuvre adéquate. Alors certains problèmes, on rencontre certains cependant parmi parmi la population indonésienne et birmane. Il se pose des problèmes de relations humaines, c'est ce que dit un monsieur de l'entreprise de Yoselia, notamment avec la différence de culture et d'approche notamment aux cadres femmes, à la religion, à d'autres choses qui sont un peu plus difficiles à gérer, mais ils font en sorte que ces problèmes s'amoindrissent et ils font en sorte que les choses se tassent. Pour rendre le travail au Japon attractif, il faut savoir que là, il y a environ 5 millions de personnes qui vont être recrutées dans les 5 années qui viennent, et que ces 5 millions de personnes viendront principalement de pays d'Asie, alors pas forcément d'Asie au sens où vous l'entendez, mais beaucoup de Birmanie, beaucoup du Pakistan, beaucoup du Tibet, beaucoup d'Inde aussi, du Sri Lanka, et d'Indonésie. Énormément d'Indonésiens arrivent. Voilà, je ne manquerai pas de vous reparler encore de ces initiatives. On reparlera aussi lundi prochain de cette loi qui vient d'être adoptée pour notamment les noms de famille. Et vous verrez que c'est une avancée sociétale qui est assez significative, assez intéressante, avec la possibilité pour des personnes maintenant de choisir de garder un nom de famille étranger et même de transcrire son nom japonais en romanji. Bon, c'est un peu compliqué, je vous en reparle la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, pour ce programme d'intégration et d'attraction des travailleurs étrangers, je ne manquerai pas de vous en reparler parce que ça marque encore une avancée assez significative dans ces évolutions et dans cette transformation du pays. Allez, affaire à suivre.